Rien n'est plus expressif, plus précaire aussi que le corps de l'être humain. Sa fragilité fait écho à la finitude de l'existence avec laquelle la sculpture a, depuis toujours, maille à partir. La sculpture est l'art du volume, du corps à l'œuvre. Bronze, pierre, bois, verre ou textile, multiples sont les matières dans lesquelles les sculpteurs condensent leurs peurs, leurs vertiges, leurs désirs. C'est ainsi que s'offre aux promeneurs la rencontre avec les œuvres phares de la sculpture contemporaine sur plus d'un siècle, de Rodin à 2016, exposées dans le cadre de la propriété Caillebotte à Hyères, à l'occasion de la 4e Biennale de sculpture. Et cette année, la Biennale de Hyères, elle se passe au printemps. Donc c'est le printemps de la sculpture. La sculpture qui, en 2016, renaît après toujours toute une série de moments difficiles vécus dans le monde, vécus pour les artistes. Et alors ce qu'elle a aussi de très particulier, c'est qu'on s'est concentré sur 33 artistes, des très grands maîtres du passé, des personnes comme Rodin, comme Giacometti, comme Dubuffet, auxquels s'ajoutent des sculpteurs d'aujourd'hui, auxquels s'adjoignent aussi des sculpteurs tout jeunes. Les œuvres s'articulent autour d'un thème fédérateur, le corps de la sculpture. Un sujet dont la représentation artistique constitue un défi, qu'il soit figuratif, allusif, voire abstrait. Je m'intéresse depuis toujours d'ailleurs à l'iconographie chrétienne et j'ai fait toute une série de sculptures autour de la couronne d'épines. La sculpture est vue de façon bidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle est réduite à une épure, mais elle est vue dans l'espace, donc tout à coup elle redevient une sculpture. Je m'intéresse beaucoup au corps humain, aux modèles vivants, j'ai fait beaucoup de modèles vivants aux Beaux-Arts, et la plupart de mes sculptures représentent des êtres humains, souvent des hommes, parce que la musculature masculine plus incisive m'intéresse plus au niveau du dessin. Aussi souvent des hommes, parce que vraisemblablement c'est moi-même, ce personnage incertain qui est derrière toutes ces sculptures. Le principe de mon travail qui est toujours en taille directe, ça ne veut pas dire que je fais aussi beaucoup de dessins, beaucoup de gravures, je fais un peu de peinture, mais j'allais dire le cœur dur de mon travail, c'est la sculpture. Depuis que je fais de la taille directe, voilà, c'est ça, j'ai un schéma mental et je vais sur le bloc directement réaliser l'œuvre que j'ai dans la tête. Alors l'avantage de ne pas être contraint par une maquette, c'est que ça vous laisse la liberté de pouvoir évoluer, non pas en fonction de ce que le bloc vous dit, mais surtout en fonction de ce que vous commencez à penser pendant l'exécution de cette œuvre. Je me suis dirigé vers le Massif central et j'ai trouvé cette autre pierre qui s'appelle la lave de Chambois, qui est une pierre moins dure mais qui a quand même des difficultés et qui m'a beaucoup intéressé. Et donc voilà, j'ai établi un langage dans la sculpture monumentale de mes œuvres avec ce matériau. Entre le parc, l'orangerie et le centre d'art et d'exposition La Ferme Ornée, les artistes nous livrent leur interprétation de la sculpture vivante avec le langage de leur imaginaire. Au moderne 9-3 de Cyril André répond une réinvention impressionnante de la statue-portrait avec l'extraordinaire Mozart de Marcus Lupertz, et l'évidente plénitude du corps se creuse en empreintes précaires avec le fragile souffle de feuilles de Giuseppe Pennone, ou se déploie aux limites de la peinture dans l'ironique cloche-poche de Dubuffet. L'apparence verticale de l'homme se transfigure à travers cette colonne d'eau statufiée d'Emmanuel Saunier, tandis que le corps monstrueusement humain de la mante de Germaine Richier déroule ses courbes violentes. Chaque matière est une véritable histoire qui suggère des formes et des songes dans lesquels l'artiste nous invite. Damien Cabane modèle en terre autant qu'il peint des illuminations,
des présences prises sur le vif. Maki Xenakis retrouve dans les couleurs de l'aquarelle les méduses méditerranéennes de son enfance, qu'elle offre au regard étonné de ces créatures bleues, ainsi qu'aux personnages aussi quotidiens que cocasses que Chassepeau dessine en 3 dimensions dans du papier mâché. Le corps est aussi le lieu où s'éprouvent la finitude et la mort, à laquelle font écho l'oiseau d'Agnès Bracquemond, ou la lettre de Virginia Woolf, modelée métaphoriquement par Nour Azalia, ainsi que l'horizontalité de la cristallisation de Pascal Convert. À l'immobilité silencieuse de la mer imposante et harmonieuse travaillée par Parveen Curie dans le bois, répond la présence douce du portrait de la mer de Brancusi, mais aussi celle plus inquiétante d'une tapisserie de Françoise Gianesini. Mon travail d'origine, c'est le textile. C'est là que j'ai trouvé ma liberté et que j'ai trouvé la manière de créer, celle qui m'allait et tout le chemin qui m'amenait à la réalisation d'une œuvre. Quand j'ai changé ensuite de technique, mon processus créatif était déjà établi, donc tout a évolué beaucoup plus rapidement. Je travaille sur un métier à tisser, mais je pars d'un tout petit croquis, très précis, qui me donne l'image de l'œuvre telle qu'elle devrait exister. Et ensuite, sur le métier, je la développe selon les matériaux, selon leur réaction à la lumière, selon les volumes, pour travailler en cohérence avec l'esprit général de l'œuvre tel que je l'ai conçu. 1 siècle et demi sépare le plus ancien sculpteur exposé du plus jeune, que l'on retrouve à l'Orangerie. 150 ans d'énergie vivante se concentrent dans ce parcours, 150 ans du présent continu de la sculpture qui se réinvente au jour le jour, à l'image de ces créations qui évoluent en fonction des éléments qui les entourent. Par rapport aux sculptures qui sont présentes, que j'ai pu voir dehors, qui sont faites d'un bloc, avoir une forme de tissu, de vêtements, de quelque chose de très fin qui habille et pourtant il n'y a rien dedans, je trouve que ça marche bien. Et tout à l'heure, il y a eu un rayon de soleil et en fait c'est aussi ce moment-là que je trouve magique où la toile devient presque un peu comme un écran de cinéma et où la fenêtre est projetée tout d'un coup, mais toujours de biais, jamais dans l'alignement parfait de la robe et ça redessine quelque chose qui est différent de la transparence. Et ça, c'est des petits moments où je sens que la sculpture marche, ça me fait plaisir. Face à ce trio de jeunes artistes, le centaure mourant 2.0 d'Alain Séchasse rejoue sa mort et sa résurrection selon un cérémonial ironique et implacable. Le centaure mourant, c'est l'œuvre du sculpteur Bourdelle, sculpteur du début du XXe siècle. Et à l'occasion d'une carte blanche offerte par le musée Bourdelle aux artistes, il y a une dizaine d'années maintenant, j'avais créé cette œuvre que j'ai intitulée Le centaure mourant 2.0. C'est la suite technologique en quelque sorte d'un centaure et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire avec ce centaure mourant, c'est qu'il va s'écrouler, un petit peu comme un cavalier tombe de cheval. Enfin, il y a quelque chose d'assez fantastique qui se passe. Alors le centaure, c'est un fonctionnement très simple. C'est juste des vérins électriques qui vont s'animer à des moments bien déterminés, qui vont être déterminés par un automate industriel qui est en dessous. La fabrication de ce centaure a été simple. En fait, on a repris des moules existants d'un centaure d'Antoine Bourdelle. On a fait un tirage en résine dessus.
Moi, après, j'ai pris cette résine, ça a été scanné, j'ai mis ça dans mon ordinateur. Et puis là, j'ai commencé à découper le centaure virtuellement pour voir un mouvement à la fois esthétique et puis qui soit techniquement possible par rapport aux éléments effectivement de la résine. J'aime bien l'expression mourir, mourir encore. Il y a quelque chose d'un... L'auteur Samuel Beckett dit des choses comme ça, dans le redoublement de la mort, quelque chose qui est une image de l'art et qui me touche beaucoup et que je travaille, puisque, comme vous savez, les choses ne font que se détériorer et aller vers le sol. Chacune des œuvres, dans son originalité, a trouvé un lieu hospitalier, accueillant dans la propriété du peintre Gustave Caillebotte. La ville de Hyères a décidé depuis de nombreuses années de perpétuer ainsi son rôle de mécène et son soutien aux artistes. Le lieu se prête très très bien à la sculpture parce que c'est un lieu très accueillant, mentalement et esthétiquement. Le lieu, il est tout simplement magnifique, sublime. C'est un lieu où la sculpture s'intègre merveilleusement bien. J'avais été très content de participer aux autres biennales. En plus, souvent les confrontations avec les autres artistes étaient très, très judicieuses et intéressantes. Des liens se sont créés avec Hyères. J'ai découvert cet endroit magnifique que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai continué à y aller tout simplement pour le plaisir. C'est un lieu qui est quand même très particulier, puis on est quand même avec de grands noms de la sculpture, donc c'est une belle exposition. C'est une satisfaction de montrer une œuvre dans un lieu aussi charmant, dans cette orangerie, et ça s'y prête bien. Et évidemment, le fait que cet été la propriété de Caillebotte, ça a quelque chose d'historiquement porteur.